En moyenne, 300 € par investisseur investi par mois. Le nombre d'investisseurs, il est énorme. Ah oui, c'est énorme le nombre d'investisseurs. On se retrouve avec 30 000, 40 000 personnes par mois qui investissent. Et en moyenne, là, on est sur 15 millions d'euros d'investissement collectés tous les mois. Il y en a un, je regarde, il a mis 200 000 € au total sur la plateforme. Il a tout mis all-in sur un projet. Alors c'est un projet à 12%, il s'est dit, putain, je peux pas laisser passer le truc, j'imagine. Je me suis dit, mais il est taré, lui. Parce qu'en fait, si ça se passe mal avec ce projet, en fait, il est exposé à 100%. Moi, ce que je dis dans tous mes podcasts et même dans les lives que je fais, c'est retirez votre argent de ma plateforme si vous avez la possibilité de mettre un crédit immobilier en place. Mettez cet argent-là en apport. Moi, j'en ai fait il y a quelques années, parce que j'ai demandé à ma banque de faire un virement, donc qui a été refusé. Enfin, il n'a pas voulu me le faire. J'ai dû écrire manuellement. Je reconnais que mon conseiller m'a fortement déconseillé le placement sur la plateforme Tintin, et on parle de 10 000 €. Moi, à titre personnel, je suis devenu non grata pour les banques. Il n'y a plus aucune banque qui veut me prêter parce que je suis assimilé à Brix, à une plateforme de financement participatif. Beaucoup de nos investisseurs sont obligés de se cacher pour mettre de l'argent sur notre plateforme. Quand ils vont voir leur banquier, je veux faire un virement de 10 000 €, 20 000 € sur mon compte sur la plateforme. Ah ben non, on ne vous autorise pas à envoyer des fonds sur Brix. Et ça devient dingue, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec ton propre argent aujourd'hui en France avec la majorité des banques. C'est qu'ils ont ce pouvoir de te dire, bah non, j'ai pas envie que tu sortes l'argent. Ou alors, comme tu dis, il va falloir que tu te retrouves à signer. Le disclaimer, il est pas mal. On a le cas régulièrement. Aujourd'hui, les banques vendent aussi de l'immobilier et de dire, bah, vous achetez avec, ça peut être Maslow, mais ça peut être Century 21 ou ce que vous voulez. Bon, bah, si vous achetez chez nous, vous aurez 0,20 sur le prêt et rencontrer notre conseiller. Ça nous arrive aussi régulièrement. Bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans nos 41 mètres carrés. Aujourd'hui, on va parler d'un mode d'investissement qui séduit de plus en plus d'investisseurs, le crowdfunding immobilier. Avec toi, Cédric, bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. Pierre-Emmanuel, plus besoin de te présenter? Non. Cédric, toi, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu Brix? Oui, bien sûr. Salut Jules. Donc moi, je suis le fondateur de Brix.co. Oui. C'est une solution donc, de financement participatif qui permet à n'importe qui d'investir dans l'immobilier à partir de 10 €. Moi, je suis originaire de Montpellier. J'ai bientôt 37 ans, 2 enfants à Montpellier. Et il y a quelques années, j'ai commencé à faire de l'immobilier et notamment des projets de marchand de biens. Je suis un entrepreneur, j'ai toujours créé des startups et je me suis dit, je vais faire un peu d'immobilier comme filet de sécurité. Et j'ai vu à quel point c'était compliqué de se faire financer, en tout cas d'avoir plusieurs opérations en cours. Il y a toujours des problèmes d'encours chez les banquiers, de risques, parce que les banquiers ne comprennent pas forcément ce qu'est une opération de marchand de biens, donc de l'achat-revente. Et donc je me suis dit que c'était assez dingue le fait qu'il y ait beaucoup de startups qui te permettent très facilement d'investir en bourse ou d'investir dans les crypto-monnaies, mais que l'immobilier, tu as une chaîne d'acteurs qui est très complexe. Là aujourd'hui, entre le financement du banquier, plus toute la gestion du notaire, c'est des délais qui prennent 4 à 6 mois. Et donc, il y avait forcément quelque chose à simplifier. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté Brix. Ok. Brix, ça a combien de temps? Brix, ça a 4 ans, là, dans quelques semaines. Alors, le podcast sera peut-être déjà sorti, mais en tout cas, en avril 2025, ça aura 4 ans. Et en 4 ans, il y a quand même 400 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Donc, c'est un beau succès, une belle réussite. Je suis très content. Ouais, félicitations. Merci. Stop. Nous, on voulait te recevoir aujourd'hui, en tout cas moi je voulais te recevoir aujourd'hui et partager un peu vos points de vue, Pierre-Emmanuel et toi, sur... je pense que le point commun que vous pouvez avoir tous les deux, c'est pour vos investisseurs, c'est le premier investissement. C'est qu'est-ce qui va leur faire franchir ce cap? Le premier investissement immobilier, premier investissement peut-être financier ou immobilier, ou comment je fais quand je n'ai pas accès justement à ce crédit. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le crowdfunding? Alors le crowdfunding immobilier, c'est la mise en relation, en tout cas c'est du financement participatif. Donc crowd, en anglais, ça veut dire la foule, et financement, crowdfunding, funding, c'est le financement. Donc c'est se dire que la foule peut jouer l'alternative, là en l'occurrence de la banque, pour financer des projets immobiliers. Donc nous, on est une plateforme, on met en relation des opérateurs, donc une personne qui a envie de faire une acquisition, dans notre cas immobilière, avec une somme d'individus qui ont de l'argent et qui peuvent décider d'investir dans un projet qu'on leur présente à partir de 10 €. Il n'y a pas de limite à la hausse, mais en tout cas à la baisse, c'est un minimum de 10 €. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes ces personnes-là autour de la table en se disant, les petites rivières créent les grands fleuves, tu as besoin d'1 million d'euros,
on va te mettre à disposition 1 million d'euros. Comme une banque, tu vas payer un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, comme une banque, il est mensualisé. Et donc, tous les mois, tu vas redonner une partie des intérêts aux investisseurs. Donc, tu vas faire ton projet en tant qu'opérateur, mais la marge que tu as prévu de faire pendant tes 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu vas la partager en partie avec les particuliers. Et donc, on nous a pris pour des fous parce qu'en fait, la difficulté de ce modèle-là, c'est que tu commences avec 10 euros pour un particulier. Ce qu'il faut savoir dans le financement participatif, il y a quand même beaucoup de concurrence. En France, on fait partie d'un des pays où il y a le plus de plateformes ayant une offre comme la nôtre. D'accord, je sais pas. Je crois que c'est 80 plateformes ou 100 plateformes qui sont enregistrées avec une licence auprès de l'autorité des marchés financiers en France. Et donc, ton coût d'acquisition client te coûte en général entre 50 et 100 euros par investisseur. Ok. Pour pouvoir rembourser un investisseur sur tes dépenses marketing, il faut qu'à minima, il ait investi 1000 euros dans ta solution. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, quand je suis arrivé en 2021, personne ne proposait de l'investissement à partir de 10 euros parce que toutes les plateformes se disaient Ouais, avant d'être rentable, il faut que ton... c'est ça. Je ne vais pas engager massivement de l'argent pour aller chercher des investisseurs. Et donc, moi, je l'ai fait pourquoi? Parce que j'avais une expérience du B2C, vraiment du retail et de la création de marque. Et j'ai eu un déploiement en termes de marketing radicalement différent. On a commencé à aller sur des plateformes comme TikTok, Instagram, ce que la majorité des plateformes très financières ne faisaient pas. C'était souvent des acteurs de la finance ou des acteurs de l'immobilier qui n'ont pas ces codes de la nouvelle génération. Et moi, je pars du principe, par contre, que les jeunes d'aujourd'hui sont bien plus formés que nous, ce qu'on l'a été à l'époque sur la finance perso, sont conscients qu'on ne sait pas ce que va donner le système de retraite dans 40 ans, et donc c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à investir pour préparer sa retraite dans 40, 50 ans. Et donc là, les jeunes d'aujourd'hui, donc la génération Z, telle qu'on l'appelle, commencent très tôt à investir et utilisent des plateformes comme la nôtre ou d'autres qui permettent de l'investissement sur d'autres supports. Et ça, c'est un des premiers points communs que vous avez tous les deux, qui est la façon de communiquer à travers les réseaux sociaux. Pierre-Emmanuel, je sais que Maslow, enfin nous, on communique via TikTok, Instagram. Donc ça, c'est la première chose. Et aussi ce constat où le mode de consommation des gens a évolué, la connaissance des gens et le savoir des gens a évolué. Donc c'est quelque chose aussi dont... Oui, je partage totalement. Je pense qu'on a à peu près la même cible. On parlait avant le podcast, qui était l'âge moyen de nos clients. Et je crois que toi, tu as dit que c'était une trentaine d'années. Nous, c'est 33 ans chez Maslow, donc on est dans la même cible. Moi qui suis un petit peu plus âgé que vous, j'ai 48 ans. C'est vrai que si je prends 10-15 ans en arrière, celui qui investissait en immobilier pour sa retraite, il se réveillait généralement un peu tard, il avait 50 piges, il dit tiens, ma retraite c'était à 60 ans, maintenant on me l'a repoussé à 62, ce serait peut-être bien que j'investisse. Il y avait un peu ce côté, j'achète mes résidences principales et je ferai ma préparation en retraite ou mon investissement locatif après. Et là, la génération d'après, donc celle qui a 30 ans, elle veut investir tout de suite. Ils sont tous persuadés que le système de retraite n'existera plus pour eux. Ils ont aussi des envies différentes sur leur parcours professionnel, etc. Et ils veulent investir. Donc une fois qu'ils ont dit je veux investir, je vais chercher la source d'information. Donc, ils écoutent beaucoup de podcasts. C'est pour ça qu'on est présent ici aujourd'hui, parce qu'il y a des podcasts qui sont inspirants sur l'éducation financière, qui t'apprennent des choses. Tu as participé à la Martingale comme moi, tu as fait Légende. On apprend des choses avec les interlocuteurs qui sont là, sur leur parcours, sur pourquoi ils ont fait ça, comment ça fonctionne. Et tous nos internautes aujourd'hui, ils écoutent ça et ils prennent la décision tout seuls de se dire, je veux investir en crypto, en immobilier. Et après, ils recherchent le meilleur interlocuteur pour le faire. Et c'est là où nous, on doit être présents, dans la qualité des contenus et là où ils sont. Donc, ils sont plus sur YouTube que sur TF1 ou France 2 ou sur Instagram et TikTok. Et c'est là que le canal de communication, il doit se faire, tout en essayant de garder une certaine expertise pour les garder en confiance plutôt que d'être entier et de vendre des formations. Ouais, bien sûr. Et justement, on parle d'expertise. Toi, Cédric, chez Brix, justement, les gens te confient une partie de leur patrimoine. C'est quoi l'expertise que vous apportez sur le choix des opérations? Comment est-ce que vous validez les opérations? Comment est-ce que vous sélectionnez les opérations? Sur quelle data peut-être vous vous basez pour sélectionner les opérations? Oui. Alors, nous, on a fait plusieurs choses quand on est arrivé, parce que pour s'imposer comme on l'a fait, là, je pense qu'on est top 2 ou première plateforme en termes de collecte là aujourd'hui en France, parce que, par exemple, sur le mois de décembre 2024, on a collecté 20 millions d'euros sur le seul mois de décembre. C'est assez énorme. Avec un ticket moyen de combien? À peu près. C'est en moyenne 300 euros par investisseur investi par mois. Le nombre d'investisseurs, il est énorme. Ah oui, c'est énorme, Ouais. le nombre d'investisseurs. On se retrouve avec 30 000, 40 000 personnes par mois qui investissent. Et en moyenne, là, on est sur 15 millions d'euros d'investissement
collectés tous les mois. Donc, et là-dessus, alors, on l'a fait et on est sorti du lot pour plusieurs raisons. La raison, c'est qu'on a amené une couche d'abstraction. Les plateformes qui sont très financières ne parlent pas forcément à la jeune génération, qui ne vont pas comprendre les termes financiers. Donc nous, on a amené Le jargon. un concept très simple qui est de dire, tu achètes une brique. On ne dit pas que tu es en train d'acheter un contrat obligataire. Personne ne sait ce que c'est un contrat obligataire. Tu achètes une brique dont les caractéristiques, c'est un taux d'intérêt, ça tu le comprends bien, avec des rendements qui vont être reversés tous les mois. Donc tous les 8 du mois, tu vas toucher tes intérêts. Et en fait, tu vas pouvoir mettre des briques, donc des fractions de 10 euros dans différents projets. Tous les mois, on te propose entre 20 et 30 projets. Donc à toi de choisir. Et on va te proposer quoi comme typologie? Soit des projets de marchand de biens, à savoir achat, revente, et l'opérateur gagne une marge avec souvent la réhabilitation ou la division, par exemple, d'un immeuble entier en plusieurs appartements. Donc j'achète l'immeuble entier, je revends les appartements à la découpe, je gagne de l'argent en tant qu'opérateur. J'ai besoin de me faire financer sur ça. C'est Là, des vous financez la GFA? Il n'y a pas de GFA parce que Non. c'est pas de la construction. Ok. La GFA, donc la garantie de fin d'achèvement qui est donnée par l'assureur, c'est quand tu as de la promotion immobilière, quand tu as une vente en état futur d'achèvement. Donc c'est-à-dire que en tant que promoteur immobilier, j'ai déjà vendu sur plan. Qu'est-ce qui se passe si moi, en tant que promoteur, j'arrête la construction alors que les appartements sont déjà vendus? Il faut La 50% banque de qui vente, vient, se substituer. La banque vient se substituer et continue avec la GFA, la construction. Là, on a déjà un bâti qui est déjà construit. Tu as juste une copropriété à faire, une revente des lots. Souvent, en plus, les lots sont déjà revendus avant même que l'opérateur ait acheté. Donc, en fait, il n'y a pas de risque. Ok. Attention, il y a toujours un risque, mais il y a un risque qui est très minime pour l'investisseur. Une période assez courte parce que la majorité des lots sont déjà revendus et nous on fait le pont, on fait le bridge sur cette période de temps. Donc ça c'est 70% de nos financements Ok. et après l'autre 30% c'est tout ce qui va être exploitation. J'ai un hôtel qui veut acheter ses murs, qui a déjà du chiffre d'affaires depuis des années, qui paye aujourd'hui un loyer à son propriétaire qui a les murs, qui veut racheter les murs, et dans ce cas-là, nous, on va financer les murs, et on connaît la pérennité du business, et on a une visibilité sur le flux locatif qui rentre. Donc ça nous plaît, et on est capable, parce que c'est des particuliers qui ne sont pas forcément tout le temps dans une dynamique financière, comme l'était l'ancien monde du crowdfunding, avec uniquement des personnes très averties. Là, on a des gens qui veulent donner du sens à leur épargne et qui sont donc capables de s'engager sur des projets sur des durées un peu plus longues, 3 ans, 5 ans, ce qui n'existait pas jusqu'à présent sur le financement Ouais, participatif. parce que le Six financement mois, participatif, ça pouvait aller quoi? On a vu 12-24 mois, comme maximum. Ouais, 12, 24. Après, alors ça a connu quelques difficultés avec les retards Covid, retard de livraison, augmentation de matières premières. On a des projets où les personnes se sont engagées sur 10 ans. Alors, tu as des déblocages partiels pendant la période, mais en tout cas, tu as des périodes longues qui permettent de faire des choses sympas. Tony Parker, par exemple, a financé un vignoble à côté d'Avignon comme ça. Bon, ben, on est sur une période de temps assez longue parce qu'il faut le temps que la vigne prenne, etc. Est-ce que tu portes un jugement, est-ce que vous portez un jugement chez Brix sur l'opération? Est-ce que si je suis marchand de biens, je te présente un immeuble, allez, je vais prendre une ville sur laquelle j'aime bien taper, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Sedan, par exemple, ou je vais prendre Maubeuge, ou je vais prendre Saint-Étienne. Est-ce que tu portes un jugement, toi, sur l'opération par rapport à son marché, par rapport à sa liquidité, par rapport à la durée de vie que peut prendre le projet, versus je finance une opération de marchand de biens à Bordeaux, à La Rochelle ou à Montpellier. Mais moi, je n'ai pas de jugement à porter dans la mesure où, en tout cas, les investisseurs vont l'apporter tout seuls, Ils sont plus le avertis. jugement. Et en fait, moi, je n'ai pas de jugement à porter dans la mesure où moi, je suis juste là pour valider la sécurisation de mes investisseurs, du projet. À partir du moment, là, on vient de faire 2 projets à Charleville-Mézières, c'est pas la ville qui fait rêver sur le papier. Il y avait un local commercial avec un bail en place, avec un locataire qui est très crédible sur le paiement de loyer. Bah, ok, l'opération tourne et en plus le remboursement d'intérêts de la part de l'opérateur est moins important que les loyers qui touchent, donc on se dit bah, ok, c'est bon pour nous. Et deuxièmement, on a fait une opération où on finance une opération de marchand de biens, donc achat, réhabilitation. Il se trouve que la majorité des lots sont déjà revendus. Donc moi, je m'en fous d'analyser le prix au mètre carré. J'ai déjà mes reventes. Les reventes, elles sont sans condition de financement. C'est juste cette Donc- période de bridge que toi, tu arrives et. Donc l'opération, elle est sécurisée sur la sortie. Je prends une hypothèque si ça se passe mal, donc je vais valider quand même que mon prix au mètre carré, il est cohérent
pour que si je récupère l'actif, je ne me retrouve puisses pas en sortir. pour les investisseurs à perdre de l'argent. À partir de là, je suis complètement agnostique par rapport à la localisation. Cependant, ce qu'on voit, c'est que quand on commence à aller sur des gros projets, je ne vais pas être capable de financer 3-4 millions à Maubeuge ou Morange si on reprend des villes qui ne sont pas sexy. Par contre, si je suis sur la Côte d'Azur à Saint-Tropez, là, les gens vont y aller. Il faut se le dire, c'est que les gens nous font quand même confiance sur l'analyse des projets. Donc, il y a 50% qui se fait sur les photos. C'est aussi con que ça, hein. Donc, si tu mets des belles photos, ça fait toute la différence sur une plateforme comme la nôtre. Pourquoi? Parce que les gens ont envie de se projeter. Bien sûr, ils s'approprient le bien. Ils s'approprient et- le bien. Quand on met du Saint-Barth, on peut financer 4 millions d'euros dans l'heure. Parce que il y a cette notion de luxe, d'exotisme qui plaît aux investisseurs aussi. Ça, c'est aussi intéressant sur la plateforme, tu peux peut-être nous en parler. On a la possibilité d'investir pas uniquement en France. Oui, nous on fait on fait de la diversification, que ce soit au niveau des projets. Tu vas avoir de la maison de retraite, tu vas avoir un circuit de Formule 1, parce qu'on avait fait un hôtel Hilton à Silverstone. Ok. Et à côté de ça, il y a une diversification géographique. Portugal, Angleterre, on a fait Saint-Barth, on a fait pas mal de dômes. Là, on est en train de faire le premier projet à l'île Maurice. Ok. Le point, c'est toujours d'arriver à sécuriser nos investisseurs. Donc, on met toujours une hypothèque de rang 1. Donc, moi, quand j'ouvre un nouveau pays, il faut que je sois capable d'aller chercher le partenaire sur place qui me prend Juridiquement, l'hypothèque, qui juridiquement structure. Tu vois, l'île Maurice, très facile parce que c'est un système qui juridiquement ressemble beaucoup à la France. Notaire, hypothèque, même niveau de garantie que ce qu'on peut avoir en France. Donc là, si tu as les bons partenaires en place là-bas et que tu valides que le prix de l'immobilier que tu es en train de financer est cohérent, bah, tu peux financer. Ok. Bon, c'est ce que demandent les investisseurs, hein, comment je sécurise le projet. Nous, on est peut-être un peu à la phase d'après parce que nous, l'effet de levier pour réussir l'investissement, c'est plutôt l'effet de levier du crédit. Donc en fait, c'est des gens qui souscrivent à un prêt mais qui nous demandent dans le sous-jacent immobilier que ce soit sécurisé. C'est-à-dire que Elle est là la plus grosse différence, je pense, entre Maslow et Brick, c'est que vous, il n'y a pas cette peut-être avant, possibilité. peut-être. Il n'y a pas cette possibilité, ou en tout cas, ou peut-être c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, mais pour moi, c'est pas possible de financer ça, mais d'utiliser cet effet de levier du crédit, qui est aussi hyper intéressant dans l'immobilier et qui permet de dégager aussi de la rentabilité. Ben, nous, on a les mêmes clients, mais pas au même Au même moment. moment, ouais. Et C'est ça. moi, j'ai une courbe de Gauss qui est inversée. Soit avant, soit après. C'est Je pense soit que avant, nous, on est soit au milieu. ouais. Et vous êtes au milieu. Ouais. Moi, je me retrouve avec des clients qui ont moins de 30 ans, moins de 35 ans, qui se font refuser par les banques pour acheter parce qu'ils commencent dans la vie active et pour X ou Y raison, les banques ne les financent pas encore, il n'y a pas forcément suffisamment d'apport, il n'y a pas forcément par rapport à l'envie un salaire assez important. À partir du moment où tu peux te faire financer par la banque, bah, en fait, tu as tout intérêt à mettre en place l'effet de levier et à mettre de la dette parce que là, tu vas mettre au travail une surface financière bien plus importante. Moi, ce que je dis dans tous mes podcasts et même dans les lives que je fais, c'est retirez votre argent de ma plateforme si vous avez la possibilité de mettre un crédit immobilier en place. Mettez cet argent-là en apport. Moi, ce que je propose, c'est une solution qui te rapporte du 10% à l'année sur la base de tes fonds propres. Mais si tu as des fonds propres qui sont minimes, bah, gagner 10% de 2000 euros, ce qui est la moyenne de mes investissements, ça fait toujours que 200 euros à l'année. Change pas ta vie. Alors que payer un loyer, balancer 800 euros tous les mois par la fenêtre, c'est de l'argent qui va directement au propriétaire à qui tu payes le loyer, bah, tu pourrais les gagner en les épargnant si tu étais capable de mettre en place un crédit. Donc vraiment, commencer par un crédit, c'est un meilleur moyen de gagner du capital. Et après, dans tous les cas, je sais que vous reviendrez me voir, parce que la courbe de Gauss inversée, quand tu te retrouves à 50 ans, que tu as payé ta résidence principale, que tu as fait 1 ou 2 investissements locatifs, et que tu te rends compte que c'est quand même la merde, parce que ce qu'on dit, c'est que c'est bien pour faire de l'épargne, mais tu as quand même de la gestion derrière, c'est pas neutre. Même tous les ans, il faut le déclarer fiscalement. Au bout d'un moment, ça te saoule, tu as juste envie d'avoir le moins de tracas possible dans ta vie. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui ont 50, 60 ans, qui revendent tout leur immobilier et qui là reviennent chez nous avec des montants plus importants et qui placent et qui se disent « au moins je suis tranquillisé, j'ai plus rien à gérer ». On l'a aussi, nous, Jules, dans la courbe d'âge, c'est à peu près pareil, parce que par exemple, sur l'immobilier géré, c'est-à-dire la location meublée non professionnelle, soit en direct, soit au travers du bail commercial. Soit c'est ton premier investissement. Exactement. Et c'est le début où tu lèves la dette, donc c'est... Donc tu as un petit budget, tu as 150 000 euros, donc ça va être petite surface, tu vas cibler un marché étudiant, des villes étudiantes, etc., pour essayer de pas trop
sanctionner la qualité de la ville ou le prix mètre carré pour essayer de ne pas prendre trop de risques. Et après, tu as effectivement les plus de 60 ans, j'ai un patrimoine, et là, je me retrouve avec un patrimoine, il va falloir que j'investisse à cause des DPE, Ravalement de j'ai façade, des j'ai pas travaux à envie de m'embêter. faire, tiens, ils m'ont encore changé la fiscalité. Bon, alors je vends. Ok, maintenant, bon, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais de mon argent? Donc, je vais à la banque, le mettre sur l'assurance vie, sur ce que vous voulez. Mais en fait, ils sont piqués à l'immobilier. Donc, en fait, bon, comment je peux faire de l'IMO? Mais où on enlève tout gestion ce qui m'a déléguée, emmerdé. ouais. Voilà, j'enlève tout ça, l'histoire des syndics. Hop, comment je fais? Et on retrouve aussi c'est Ouais. intéressant. Après, ce que je trouve bien, peut-être dans le parcours par rapport aux investisseurs de BRICS, c'est que c'est le côté épargnant. Et on sait qu'aujourd'hui, je vais mettre, peut-être qu'il y a des gens qui vont mettre tous les mois une partie de leur épargne pour acheter une brique à chaque fois dans tous tes projets, de se dire, tiens, je vais mettre 100 euros, 200 euros par mois dans un sous-jacent qui est immobilier, parce que j'y crois beaucoup. Et donc, ça va les habituer à avoir une épargne qui va être intéressante après pour pouvoir lever de la dette, pour pouvoir Ouais, ça permet parler aussi de d'aller acheter. comprendre les rouages de l'investissement immobilier. Alors, il y en a deux. Il y a l'opération de marchand de biens et après, plutôt, les opérations un peu plus longues, ce dont tu parlais avec les fonds de commerce. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a ce principe de commencer à Bah, ça, c'est très vrai, le côté très en fait, pédagogique de éducatif. à partir du moment où tu mets un peu d'argent, tu as envie de t'y intéresser. Donc, c'est un peu l'obligation de t'y intéresser pour comprendre ce que tu es en train de faire. Et donc, nous, on a beaucoup de personnes qui, déjà, ont l'impression d'être réellement propriétaires. Je rappelle que ce n'est pas le cas. Vous détenez un titre de dette vis-à-vis d'un opérateur. Ça, est-ce Mais- que tu peux juste nous expliquer pour les gens qui nous écoutent? En fait, je ne suis pas propriétaire du bien. Je ne suis pas C'est pas propriétaire. une SCPI, quoi. C'est C'est pas une pas une SCPI SCPI, que j'achète. Bah, une SCPI, c'est quoi? C'est une action d'une société qui possède de l'immobilier. Donc même dans une SCPI, on n'est pas propriétaire directement du bien en indivision, on est Propriétaire de propriétaire la d'une société qui action. possède. Voilà, donc même au travers d'une SCPI, c'est de manière indirecte. C'est juste que la SCPI, elle a une fiscalité transparente parce que tu as une Ouais, fiscalité elle qui est collecte, elle liée à... achète, et ça. Mais donc là, on a un titre de dette. Donc concrètement, c'est comme s'il y avait un prêt. Et donc, tu as une fraction du prêt de la somme qu'a collecté l'opérateur. Toi, tu as prêté 1000 euros sur 1 million que le mec a levé, quoi. Toi, tu as prêté 1000 euros sur 1 million, l'opérateur te doit 1000 euros. Ce qui est intéressant, c'est que tu as un rendement qui est fixe. Donc, l'argent, les 10% à l'année, ça, ils doivent être versés. Peu importe ce qui se passe au niveau de l'opérateur. Donc, l'opérateur te les doit. Si l'opérateur décide à un moment de ne pas te payer, nous, juridiquement, on ira le chercher. On ira récupérer le bien via l'hypothèque et on fera en sorte d'aller chercher tout l'argent qui t'est dû, le capital initial que tu as investi et tous les intérêts qui devaient être payés. Et donc, on se retrouve avec des personnes, effectivement, d'un point de vue pédagogique, qui s'intéressent à l'immobilier et qui s'intéressent aussi aux opérations. C'est qu'on a les personnes qui voient ces 30 opérations qui sont proposées sur la plateforme et qui vont se demander comment moi, je peux en faire une. Je ne peux toujours pas investir dans l'immobilier avec ma banque. J'ai envie, par exemple, de monter des chambres d'hôtes. Est-ce que je peux constituer ça sur la plateforme? Et donc, pas sûr qu'ils y arrivent et pas sûr qu'ils aient la capacité financière, parce que finalement, on est quand même assez dur, on est même souvent plus dur en termes de conditions qu'une banque. Mais en tout cas, ça les pousse à s'intéresser à la mécanique financière derrière. Et en fait, pourquoi on est plus dur? On demande souvent autant d'apports, mais avec des conditions d'intérêt qui sont plus chères que ce qu'une banque aurait proposé. Mais on se retrouve face à des situations qui aujourd'hui sont complètement ubuesques. Donc le logiciel bancaire ne s'est pas du tout adapté à la réalité économique. Là récemment par exemple, j'ai eu une femme, le cas il est risible, elle se retrouve à côté de Brive-la-Gaillarde à vouloir acheter des chambres d'hôtes. Son projet il lui coûte 450 000 euros au total, elle a 300 000 euros d'apport. Toute sa vie, elle a bossé pour ça. Elle se retrouve à 50 ans avec ses 300 000 euros mis de côté. Elle quitte son job parce qu'elle a trouvé ça. Donc, elle n'a plus de CDI. Elle est au chômage. Et la banque, toutes les banques qu'elle va voir lui disent madame, vous êtes sans CDI, donc on ne peut pas vous financer. Elle dit c'est normal que je vienne quitter mon job. C'est justement pour aller dans mon nouveau job et pour m'occuper des chambres d'hôtes. Je n'allais pas rester avec mon job à Paris alors que je suis en train d'ouvrir des chambres d'hôtes à Brive-la-Gaillarde. Oui, mais madame, vous n'avez jamais fait de ça de votre vie. Qu'est-ce qui nous prouve que vous allez vous lever tous les matins pour faire les petits déjeuners? Pour en tirer un revenu. Je vous demande 150 000 euros
sur 450, vous avez une hypothèque sur 450, j'ai 300 000 euros d'épargne à perdre, bien sûr que je vais me lever tous les matins parce que sinon vous me prenez mon bien immobilier J'ai qui est plus mon de outil job de et plus travail. d'argent, quoi. Voilà. Et, et ça, les banquiers l'entendent pas forcément. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une banque, à Paris par exemple, la délégation d'une banque c'est 500 000 euros. En dessous de 500 000 euros, c'est pas le banquier qui prend la décision, c'est le logiciel qui prend automatiquement la banque. Ça passe pas en comité. Et donc, c'est des éléments que tu rentres dans des cases. Et l'intelligence artificielle va être super pour ça. C'est que rapidement, tu vas avoir un credit score, un score de confiance. Je te finance, je te finance pas. Mais si tu n'as pas de CDI, qui est une condition obligatoire chez les banques pour avoir ton crédit, bah, madame, je peux rien pour Ouais, vous, on ne peut pas vous on avait financer. fait un podcast avec Pierre-Emmanuel là-dessus, avec Christian, justement sur comment améliorer son scoring bancaire. Et c'est exactement ce qu'il nous disait, que parfois tu étais confronté à des situations. Oui, puis C'était totalement. tu parles de CDI, épargne de précaution. Nous, à une époque, notamment quand les contraintes bancaires sur les particuliers, tu parles du semi-professionnel, en tout cas pour avoir des actifs professionnels, mais quand le marché s'est retourné et que les banques ont vraiment serré la vis, taux d'usure, et après, on a eu aussi l'énorme difficulté du locataire de résidence principale pour acheter un investissement locatif. C'est-à-dire que c'était même blacklisté dans certaines banques. Alors que mon ingénieur ou mon développeur informatique parisien, super revenu, locataire par choix, qui sait qu'il va bosser à Paris, demain à Montpellier, après-demain à Bruxelles ou à Londres, il ne va pas forcément acheter Ouais, bien sûr. son appartement. On n'arrivait plus à le financer sur la partie locative, alors que c'était complètement idiot de le faire. Et peut-être que même tu prenais plus de risques à financer des gens moyens sur une résidence principale sur lequel tu perds ton boulot Ouais, ouais. et tu ne pouvais plus financer. Donc le logiciel des banques, il est parfois un peu difficile à suivre aussi, quoi. Cédric, toi, est-ce que tu peux nous dire, enfin, toi en tant que professionnel, mais aussi pour conseiller investisseur, qu'est-ce qui fait un bon investissement crowdfunding? Comment est-ce que moi je peux déterminer, j'arrive, je me balade sur n'importe quelle plateforme, c'est quoi, toi, les indicateurs? C'est quoi les. Nous, Pierre, après, tu pourras peut-être nous expliquer la data que toi, dont tu as besoin Oui, puis pour même, un bon investissement immobilier, mais toi, qu'est-ce qui fait un bon investissement crowdfunding? Moi, je vais plutôt te donner à titre personnel, en fait, moi, ce qui me rassure beaucoup quand je joue à un projet, c'est le skin in the game de l'opérateur. C'est ouais. à quel point l'opérateur Lui, met il est engagé met dans. son propre Bien cash. sûr, ouais. Tu vois, par exemple, il y a 2 notaires qui viennent me voir. Mari, femme, ils sont tous les 2 notaires, ils ont tous les 2 une belle épargne. Et donc, ils me disent, on a fait beaucoup d'investissements locatifs, et ils ont à peu près une dizaine de biens en location, certains qui sont déjà intégralement payés. Ils ont leur propre étude. Et là, ils avaient envie de se faire un kiff, un projet à 450 000 euros. Marchand de biens, achat, revente. Je regarde les chiffres, je leur dis, en vrai, moi, je trouve que votre opération de marchand de biens, elle est pas exceptionnelle. Euh, Moi, si j'étais vous, j'irais pas. Si t'inquiète, c'est sur la Côte d'Azur, on connaît bien le secteur, on veut la faire. Je leur dis oui, mais pour moi, vous mettez que 100 000 euros d'apport sur les 450. Normalement, ça me suffit, mais je la trouve pas suffisamment intéressante en termes de marge. Donc, je suis pas prêt à vous suivre là-dessus. À moins de me mettre le bien immobilier objet de l'opération en hypothèque et un autre bien que vous avez déjà payé. Ah non, ça nous dérange d'avoir Hypothèque déportée. Ouais. une hypothèque Ouais. déportée sur 2 biens. On préfère vous mettre 100 000 euros de plus en apport. Ça, toi, Donc, c'était le déclic. Donc, ils mettent 200 000 euros d'apport. Bah là, moi, ça dérisque complètement vis-à-vis de Bien mes sûr. investisseurs parce que c'est eux qui se retrouvent à porter le qui risque. portent le risque, ouais. Et c'est des notaires, donc ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est la raison pour laquelle, tu vois, cette opération-là, j'ai dit, bah oui, si vous voulez absolument la faire et que vous êtes prêt à vous porter le risque, parce que le premier qui va perdre, bah, c'est vous avec vos 200 000 euros d'apport, ok, on vous accompagne et on l'a fait. Mais je vous ai dit, moi, je ne pense pas que c'est la meilleure opération du siècle en termes de marge. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment l'argent que tu mets dans le projet, parce que le niveau de fonds propres, tu vois, là, on a financé finalement 300 000 euros sur une opération à 450 ou 350, je ne sais plus, parce qu'après, on a des frais qui sont... Mais on devait être sur un taux d'endettement à hauteur de 60% max. J'y vais. C'est sécure pour moi. Et donc, c'est ce qui va, moi, déterminer si c'est OK ou pas de faire l'opération et d'investir. Et après,
pour ceux qui sont pas spécialistes et qui n'ont pas cette approche et cette vision dans l'analyse à chaque fois des chiffres financiers, la meilleure chose à faire, c'est la diversification. Si tu as 10 000 euros, tu peux investir à partir de 10 euros sur la plateforme. Et là, je vais te couper, mais tu mets parce sur que je 100 veux projets. introduire quelque chose dont tu m'as parlé avant le podcast, que j'ai trouvé top. Je crois que vous avez développé, qui a été lancé il n'y a pas longtemps. C'est justement cette sorte d'allocation d'actifs que tu peux avoir chez Brix. Tu donnes un montant d'investissement et tu peux venir éclater tes opérations. Est-ce que ça, tu peux nous expliquer un peu ou redévelopper? Concrètement, c'est un robot d'investissement. Ok. Tu définis tes critères. Tu vas dire, moi, si le projet il est à minima à 10% par an, je veux investir 100 euros dans chaque opportunité. Donc déjà, ça m'oblige à faire de l'épargne programmée. Je ne veux pas, par exemple, que mon argent soit investi sur une période supérieure à 18 mois. Donc je vais cibler uniquement des projets qui vont de 2 mois à 18. D'autres, au contraire, vont vouloir sécuriser un taux important pendant une période plus longue. Donc en fait, c'est vraiment toi qui définis tes critères. Ça, c'est aussi important de préciser pour ceux qui nous écoutent que tu as souvent cette notion couple rendement-risque, où tu sais que plus tu vas accepter de bloquer de l'argent longtemps, plus tu peux admettre avoir des rendements sécurisés, plus ton argent, tu en as besoin rapidement, plus là-dessus, tu dois subir une volatilité élevée. C'est la même chose dans le crowdfunding. En fait, c'est la même chose dans le crowdfunding, mais nous je trouve que la durée n'est pas suffisamment rémunérée par rapport dans le sens où l'opérateur, si c'est sur 3 ans, qui ne peut pas faire autrement, il n'est pas prêt à payer bien. Il ne paiera pas ça. Donc ta durée, elle n'est pas payée. Ouais. Donc la durée, elle n'est pas particulièrement payée. Par contre, la durée, ça t'assure que c'est des projets d'exploitation. Donc il y a déjà du rendement locatif. Parce qu'en fait, sur du marchand de biens, de toute manière, tu ne peux pas être sur des durées 3 ans. Le coût de portage te coûte trop cher. Le coût de portage te coûte trop cher en intérêt. Donc les seuls projets qui sont sur des durées longues vont avoir la même rémunération qu'un projet risqué qui est un projet de marchand de biens. Marchand de biens est considéré comme plus risqué parce que tu as un risque de commercialisation. Quand tu as un locataire qui paye, c'est de facto moins risqué. Et donc, tu te retrouves avec une même rémunération pour un risque moins important. Donc, en fait, ton arbitrage, il est là. Tu vois, la boulangerie qui a toujours payé son loyer, à qui on finance les murs sur 3 ans ou sur 5 ans, se retrouve à payer du 10% à l'année, ce qui est très cher pour avoir un crédit. Et donc, en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que ces projets assez long terme plaisent quand même à une typologie d'investisseurs. Pourquoi ? Parce que là, certains, c'est les plus financiers qui ont cette analyse, mais je pense qu'elle est assez exacte, voient les taux d'intérêt qui sont en train de redescendre. Si tu viens sécuriser aujourd'hui 10-11% à l'année, tu comptes ton inflation et tu bloques tes intérêts à 11% sur 5 ans, alors que potentiellement les taux bancaires vont redescendre, les taux directeurs qui vont faire baisser, et donc même les taux du crowdfunding sur ces projets-là vont rebaisser un peu. Ouais, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, mais alors sur le robot d'investissement, donc tu définis tes critères et automatiquement, tu n'as pas besoin d'aller sur la plateforme pour répartir ton argent sur les différents projets. Okay. Et donc ça, on a mis du temps à le faire valider par l'autorité des marchés financiers parce que c'était assez novateur dans l'approche. Le seul point, c'est qu'en fait, on n'investit pas pour toi, on n'a pas le droit, tu vois, on fait pas ce qu'on appelle du portfolio management, donc on n'investit pas en ton nom, on vient juste te réserver une allocation. Donc on te réserve des briques et toi tu as 4 jours pour la confirmer. Tu as 4 jours pour confirmer, mais au moins tu laisses pas passer l'opportunité parce qu'il y a des opportunités, nous en 1 seconde elles sont financées. Quand c'est des petits deals, que c'est des trucs sympas. Et donc là tu viens réserver une place et ça te permet comme ça de dire je vais mettre dans 100 projets. 100 projets, il y a encore une fois, j'ai pas le droit de dire qu'il y a 0 risque, mais en tout cas, c'est très sécurisé parce que si tu as un projet qui un jour est en défaut. C'est le principe de tout investissement à partir du moment où tu te retrouves avec 99 autres projets pour lesquels ça se passe bien. Ok. Et justement, donc ça, moi, je trouvais que c'était hyper novateur parce que je trouve que cette approche, c'est aussi une approche que. C'est là où c'est différent quand tu es dans l'immobilier en vrai avec un appartement, où là, le couple rendement-risque, là, par contre, il explose. C'est-à-dire que je peux accepter de mettre 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Si je mets 10 000 euros sur 100 de tes projets à 10%, j'ai pris un risque sur 100 balles une fois à 10%. Alors que quand tu vas investir 150 000 euros ou 200 000 euros dans un appartement, là, ton couple rendement-risque, il existe quand même vraiment. Nos clients, nous, sur Maslow, ils ne sont pas marchands de biens. Ils ne sont pas en train de faire des allers-retours. Ils investissent, ils font un crédit, il leur faut un rendement en face, il faut que ce soit sécurisé. Et donc, pour augmenter la rentabilité, soit il faut aller sur des niches,
d'accord, Airbnb, etc. Soit il faut baisser le prix du mètre carré et prendre plus de risques sur le marché locatif. Et donc sur la première opération immobilière, c'est une fois qu'ils ont fait du BRICS et qu'ils peuvent lever de la dette, qu'ils font leur première opération, là, il ne faut pas faire du tableau Excel en se disant je vais faire ma première opération à 10% de rendement dans une ville où je suis à 1200 € du mètre carré, parce que si je loue, je vais louer 800 € par mois. Oui, mais virgule, si tu ne loues pas, mon chéri, parce qu'il y en a beaucoup des comme toi. Et là, par contre, le couple rendement-risque, il n'est pas du tout le même entre je mets 150 000 € sur mon premier investissement ou un appartement et je vais chercher 10% de rendement sur une plateforme de crowdfunding sur lequel je ne vais pas mettre 100 000 € sur un projet à 10%. Généralement, les gens vont le diluer un peu. C'est clair. Et tu vois, ce qui est marrant, et là, on est en train de préparer une vidéo, nous, en interne, parce qu'on a un leaderboard. Donc, on a un tableau, une page, quand tu te connectes sur le site internet, où tu peux voir tous les investissements de tous nos investisseurs. Alors, c'est anonymisé, hein, tu as juste un ID investisseur. Le montant des plus gros investisseurs, donc le montant investi, ce que ça leur rapporte tous les mois. Et l'allocation dans les différents projets. Donc, comment ils ont réparti leur argent. Et donc, quand tu regardes les 50 premiers, donc c'est que des personnes au-dessus de 100 000 € dans les 50 premiers. 100 000 € d'investissement, 100 000 € de revenus. D'investissement. 100 000 € d'investissement. Le plus gros, nous, en investisseur, je crois qu'il a 800 000 € au total sur la plateforme. Et alors, t'en as qui ont une super répartition où ils n'ont pas plus de 2% par projet. La dernière fois, j'en ai vu on a des gars, ils ont 100 projets différents. Donc, vraiment, ça marche bien, cette diversification. Il y en a un, je regarde, il a foutu que 200 000 € sur il a mis 200 000 € au total sur la plateforme. C'est pas que, c'est une très grosse somme d'argent. Il a tout mis all-in sur un projet. Alors, c'est un projet à 12%. Il s'est dit, putain, je peux pas laisser passer le truc, j'imagine. Je me suis dit, mais il est taré, lui. Parce que, en fait, si ça se passe mal avec ce projet, on n'a pas de défaut là aujourd'hui, mais je dis pas que ça peut pas arriver un jour. En fait, il est exposé à 100%. Ouais, et Moi, ça ne me dérange pas. Et ça, si il a 2 millions d'euros et que c'est 10%. ailleurs, ouais. En fait, tu vois, Oui, c'est mieux, les 200 000 € et c'est ce que je me dérange pas. Et c'est Si ce qu'on le sait mec pas. a une surface financière à 2 millions, Oui. si par contre il a mis 200 000 € parce qu'il a vendu un appart, il reste 200 000 €, il met 200 000 € dans un projet, là je lui dis, Ah, c'est j'espère vrai. que ça va bien se passer. T'as raison, ouais. Et par contre, j'ai pas le à côté. toi, il n'y a pas du tout, justement, cette plateforme. Vous, sur la plateforme BRICS, vous ne prenez pas justement cette sorte d'audit patrimonial où, tiens, ces 200 000 €, ça représente combien de ton patrimoine? Donc, ça te permet, tiens, d'investir ça. Et puis, vu que ça représente 50% de ton patrimoine, il faudrait plutôt que tu diversifies sur 4, 5, 6 opérations. Ça, il n'y a pas cette notion-là? Alors, juridiquement, la législation européenne, parce que nous, on a un agrément européen, Ok. t'oblige à avoir cet audit patrimonial. Ouais. Mais c'est déclaratif. Les gens, il ne faut pas se voiler la face, ils le passent rapidement. Donc moi, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, donc j'ai pas cette T'es passif, toi, t'as pas le conseil investissement financier, Non, etc. pardon, Ouais. je suis passif Ouais, conseiller. ok. Donc j'ai pas cet engagement déontologique où il faut que j'aille chercher ces documents. Ouais, c'est la plateforme qui doit le faire. Non, nous, c'est des questions. Les gens veulent généralement passer vite parce que c'est des questions qui les emmerdent. Et donc nous, à la fin, on est censé leur donner une recommandation, ce qu'on fait. Attention, tu ne dois pas investir plus de 10% de tes revenus. Sauf que la législation européenne ne t'impose pas de caper. Tu vois, je trouverais assez Logique. intelligent et logique Ouais. de dire, ok, tu as fait ta déclaration, tu gagnes 40 000 € par an, on te conseille de ne pas investir plus de 4 000 € à l'année compte tenu des revenus que tu as ou du patrimoine que tu nous as déclaré, et donc on t'impose une limitation. Donc si tu dépasses, tu dois revoir ta déclaration patrimoniale, et là, ça t'oblige à te poser des questions. T'es pas obligé, donc les plateformes n'ont aucune obligation de le faire. Donc forcément, elles le font pas, et moi le premier, dans la mesure où c'est super limitant pour un investisseur, et tu viens te tirer une balle dans le pied en tant que plateforme. Donc c'est plutôt comment on fait pour encourager à la diversification. Le robot est une bonne solution. Je vois qu'il y a quand même des personnes qui mettent 200 000 € sur un projet, donc la diversification elle n'est pas optimale. Je pense la majorité. Mais la majorité, ils ont quand même ils ont diversifié, ouais. C'est pour ça que ceux qui ont mis 100 000 €, qui ont mis peut-être 4 fois 25 000 chez toi, ils ont diversifié le truc. Nous, chez Maslow, ils vont mettre 100 000 €, ou ils vont lever de la dette pour 100 000 €. Donc, ils doivent faire all-in. Donc, s'ils font all-in, tu es obligé de sécuriser le truc. Et donc, on va pas pouvoir leur proposer des rendements à 10%. Ouais. Et justement, alors,
plusieurs fois, tu nous l'as dit que c'était sans risque et puis tu t'es repris parce que tu n'as pas spécialement le droit de le dire. Mais c'est quoi moi, j'en vois pas spécialement, mais c'est quoi les risques qui peuvent être liés justement à l'investissement en crowdfunding? Non, mais Quel défaut du. sur un produit financier, parce qu'on n'est pas sur un produit immobilier, hein, même si le sous-jacent c'est de Ouais, le l'immobilier, sous-jacent, c'est l'immobilier, mais on c'est est de sur un produit l'obligataire. financier. Pour moi, c'est le produit financier qui offre le meilleur couple rendement-risque, parce que tu es quand même à 10% par an, avec une fiscalité qui est assez attrayante par rapport à d'autres produits d'investissement. Et où Fiscalité, flat tu tax, nous la non rappelles, c'est flat tax, flat tax 30%, 30%, si tu es résident fiscal fiscal français. français. Si tu es résident fiscal étranger, c'est ta fiscalité. Si tu investis avec une société, on a beaucoup de sociétés qui font du placement de trésorerie, c'est la fiscalité de ta société. Donc, c'est des revenus qui remontent. Donc, si tu es à l'IS, c'est l'IS en France. Donc, tu as la déductibilité de charges qui peut intervenir. Et tu as la possibilité, si l'impôt sur la TMI est plus intéressant, de repasser sur un impôt au réel et de ne pas payer la flat tax. Donc ça, c'est pour les plus petits revenus et c'est plus intéressant, effectivement. Et donc, le couple rendement-risque est génial, dans la mesure en plus où tu peux diversifier. Par contre, effectivement, ton risque, c'est quoi? C'est, la personne ne paye pas les intérêts, parce que son hôtel, finalement, Il fait Covid, défaut. il ferme, ou alors la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Deux, il ne rembourse pas comme il avait indiqué, pour différentes raisons. Tu vois, et donc, c'est à toi, là, d'engager les garanties en tant que moi, représentant de la masse des obligataires. Donc, je représente les investisseurs. C'est à moi de prendre leur D'aller défense chercher. et d'aller chercher avec un avocat les garanties. Ok. Ça, c'est quoi en pourcentage d'opérations, les défauts que vous avez pu vous constater depuis 4 ans? Moi, j'ai la chance d'être récent, donc moi, j'ai pas encore connu de défaut. Ok, bien Je sais que ça m'arrivera. Je touche du bois pour faire en sorte que j'en ai le moins possible. sûr. Par contre, moi, j'ai l'avantage d'être arrivé un peu a posteriori de toutes les plateformes qui ont investi massivement dans la promotion Sur la immobilière. promotion immobilière. Moi, j'ai pas du tout fait de promotion immobilière. Les gros gadins là, que certaines plateformes ont, c'est uniquement sur de la promotion immobilière, en grande partie. Ah ouais. Alors, un peu sur le marchand de biens également, de mecs qui ont mal calibré les opérations. Parce que difficulté de sortie ou parce Mais- que travaux qui ont explosé Travaux avec le l'Ukraine. coût des travaux qui ont explosé. En fait, si tu veux, il y a des fois, il y a un non-alignement des intérêts entre la plateforme et l'investisseur. Et c'est ça la problématique qu'on a sur le financement participatif. C'est que comment se rémunèrent les plateformes? Elles prennent un pourcentage d'intérêt sur l'argent qui est collecté. En 2022, il y avait beaucoup d'argent sur le marché. Donc, les plateformes ont collecté massivement et elles avaient un intérêt à faire des gros projets. Parce que tu passes autant de temps à faire ton audit À sur 100 un 000 euros projet pour 1 million. à 5 millions Bien sûr, qu'un projet à 250 000 euros. évidemment. Et donc, tu as un intérêt à collecter et à faire que des gros projets. Sauf que les gros projets, immeubles haussmanniens parisiens, etc., des choses comme ça, ils sont portés par des sociétés qui sont très professionnelles et qui ont l'habitude de faire des projets. Et pour qui mettre au tapis une société, donc c'est un SPV, c'est une société qui a été créée parmi une autre, Ouais, uniquement pour cette opération. c'est pas grave. C'est pas grave, je coupe, je suis un financier, j'en ai vu d'autres, c'est pas grave. Quand tu finances une personne dont c'est le rêve depuis toute sa vie de créer une chambre d'hôte, tu finances pas une société, tu finances un individu, tu finances un projet. Et elle, cette personne-là, s'il faut bosser le soir, les week-ends, Ouais, le frein, non-stop, bien sûr. elle, ça a vraiment du poids de dire je suis caution perso. Et donc, c'est des personnes qui s'engagent 10 fois plus. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a bien moins de problématiques sur les petits projets que sur les gros projets. Et donc, on en arrive à se dire que c'est la multiplication des petits projets qui va faire la sécurisation de nos investisseurs pour la notion de diversification, parce que déjà, ça oblige à diversifier vu que tu fais rentrer moins d'investisseurs sur un petit projet. Et en soi, c'est des opérations qui sont plus rassurantes. Bien sûr. Mais Sauf est-ce que que justement, c'est très dur d'aller te faire 30 opérations à 250 000 euros en financement, quand tu pourrais en faire 3 à 5 millions et tu as collecté les mêmes sommes d'argent. Et donc, nous, comme on a de la masse salariale derrière à payer, c'est comment on fait pour automatiser au niveau de notre plateforme un maximum de back-office, un maximum d'opérations pour économiser de la masse salariale
Et là, l'intelligence artificielle arrive et c'est incroyable ce que tu peux faire avec. Et donc c'est comment, justement, nous, on n'est pas une boîte de financement immobilier, on se dit on est une boîte technologique et comment on met en place tous ces logiciels Pour que ça marche automatiquement. pour que ça marche automatiquement. Ok. Et parce que moi, mon objectif, c'est de financer que des projets qui font moins de 500 000 euros. Ça, c'est mon rêve. Et qu'ils arrivent en automatique et en financement automatique parce que vis-à-vis de mes investisseurs, c'est le plus sécurisant. Et est-ce que c'est justement le risque, parce qu'on a compris, il y a de plus en plus d'utilisateurs sur la plateforme, de plus en plus d'investisseurs. Est-ce que le risque, c'est pas justement de plus arriver à trouver ces petites pépites, ces petits projets à moins de 500 000 euros? Est-ce que tu penses qu'il y en aura toujours autant? Justement, parce que c'est ça qui fait, je trouve, la valeur ajoutée de Brix. Là-dessus, c'est pas une source d'inquiétude? Euh, Là, aujourd'hui, alors, nous, on a cru que le marché allait se tarir. Ok, Là, en ce moment, on a un peu le vent dans le dos, là, c'est magnifique, quoi. dans la mesure où les banques ne financent pas, même si c'est en train de reprendre. Pour les professionnels, les banques n'accompagnent pas aussi vite que ce qu'il faudrait. Donc, on a des projets. Par contre, je suis assez d'accord avec toi. À un moment donné, quand on va vouloir faire 50 millions, 100 millions d'euros de financement par mois, donc aller chercher 1 milliard de financement, ce qui est ridicule d'un point de vue bancaire, parce que les chiffres Ouais, sur le bien sûr. financement bancaire. Et si tu mets ça sur le marché de Non, la mais si maison tu mets ça dans d'hôte, la vraie vie, si tu mets d'un ça sur le de marché de projet la à... maison d'hôte, je suis pas sûr qu'on ouvre pour 1 milliard de maisons d'hôtes. Mais peut-être pas pour les maisons d'hôtes, mais en tout cas, tu as quand même une profondeur qui va être limitée à un moment donné. Ouais, c'est ça. Sauf à un moment donné, être capable avec le financement participatif de réduire les taux. Parce que là, aujourd'hui, je ne suis pas compétitif à 9%. Fais-moi des financements à 6%. Là, je suis quasiment marché illimité. Entre un financement bancaire qui me prend 4 ou 5 mois à avoir à 4%, un financement à 5-6%, un peu plus cher, mais avec lequel j'ai les Bien. fonds en 2 semaines, 3 semaines, là, tu ouvres une profondeur de marché qui est illimitée. Et donc, c'est Ça, c'est une ambition que porte Brix, justement, de une modifier ambition un de petit peu. Si t'arrives à automatiser. voilà, comment on fait pour arriver d'un à automatiser et deux à avoir une base investisseur suffisamment importante et suffisamment sécurisée pour se dire qu'en fait le crowdfunding c'est devenu tellement naturel que je préfère aller sur du crowdfunding que sur Tu du veux livret voir A. une banque, ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que le risque de défaut il est garanti. Si demain j'ai la capacité à avoir une assurance qui me dit je te sécurise tous les projets et tous les projets sont capital garanti, bah, en fait les investisseurs ils rentrent à 5%. Parce que j'ai mon capital garanti, j'ai plus aucun risque. Là, aujourd'hui, on vient me payer mon risque. Et donc, ça veut dire que tu as une profondeur de marché qui est illimitée. Et donc, il y a une démocratisation d'un point de vue financier De global. l'investissement sur Internet, sur des plateformes, Exactement. etc. Mais là, le crowdfunding est toujours un produit un peu marginal de côté qui n'intéresse pas du tout les assureurs, qui n'intéresse pas du tout les fonds d'investissement institutionnels. Tu vois, il n'y a aucun institutionnel qui est arrivé et qui a dit positionné ou qui a voulu créer une plateforme. moi, je mets 1 milliard chez Ouais, vous bien sûr. et allez me le déployer sur 2000 projets. Des fois, je parle à certains et ils me disent ouais, t'es gentil avec ton truc. Moi, alors, je peux raconter une anecdote sur le crowdfunding. Moi, j'en ai fait il y a quelques années. J'ai dû écrire, parce que j'ai demandé à ma banque de faire un virement, qui a été refusé. Enfin, ils n'ont pas voulu me le faire. Et j'ai dû écrire manuellement, de façon manuscrite, hein, pas avec un... Je reconnais que mon conseiller m'a fortement déconseillé le placement sur la plateforme Tintin, mais j'ai dû écrire manuellement. Et on parle de 10 000 euros. Hein. Ah, mais j'en ai des dizaines des histoires comme ça. Là, on est en train de rentrer en procédure parce que on a refinancé un chalet à Megève d'une personne retraitée qui avait financé ça sur trésorerie. Donc, grosso modo, le chalet, c'est une Suisse. Donc, elle a quand même du patrimoine. Le chalet, il vaut 5 millions d'euros de valeur. Elle avait mis 4 millions. On l'a refinancé. Elle avait un petit crédit bancaire au niveau de la BNP Paribas à Monaco, pour ne pas les citer. Elle veut rembourser son crédit bancaire de 1 million d'euros. La BNP lui dit d'où viennent les fonds. Bah, c'est Brix, je viens de faire un financement. Envoyez-moi la liste de tous les investisseurs, parce que nous, on a besoin de valider la provenance des fonds. Tracfin. Et je leur ai dit, je suis agréé par l'AMF, j'ai le même devoir de confidentialité que vous. Voici mes agréments, voici notre prestataire de services de paiement qui est aussi agréé par la CPR, Banque de France, et qui a tout pouvoir pour collecter. Je ne vous envoie pas la liste de mes investisseurs.
Non, dans ce cas-là, on refuse le remboursement de l'emprunt. Et donc là, ça fait 1 mois où elle paye des frais parce qu'elle a collecté sur Wix, mais elle ne peut pas rembourser son emprunt parce que la BNP ne l'autorise pas à fermer son crédit. Moi, à titre personnel, je suis devenu non grata pour les banques. Il n'y a plus aucune banque qui veut me prêter parce que je suis assimilé à Brix, à une plateforme de financement participatif. Beaucoup de nos investisseurs sont obligés de se cacher pour mettre de l'argent sur notre plateforme. Quand ils vont voir leur banquier, je veux faire un virement de 10 000 euros, 20 000 euros sur mon compte sur la plateforme. Ah ben non, on ne vous autorise pas à envoyer des fonds sur Brix. C'est au même titre que les crypto-monnaies. Ça devient dingue, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec ton propre argent aujourd'hui en Ouais. France avec la majorité des banques. C'est qu'ils ont ce pouvoir de te dire non, j'ai pas envie que tu sortes l'argent. Ou alors, comme tu dis, il va falloir que tu te retrouves à signer. Le disclaimer, il est pas mal. Mais bon, nous, on peut l'avoir aussi. Quand tu dis Mais bien sûr, non, mais nous un aussi. investissement, tu dis, nous, on a le cas régulièrement. Aujourd'hui, les banques vendent aussi de l'immobilier et de dire, vous achetez avec un tel, enfin ça peut être Maslow, mais ça peut être Century 21 ou ce que vous voulez. Si vous achetez chez nous, vous aurez 0,20 sur le prêt et rencontrez notre conseiller. Ça nous arrive aussi régulièrement. Bien sûr, ouais. Deux questions avant qu'on termine. Cédric, tout à l'heure, tu nous as dit que c'était 10% de rendement, mais je suppose que chaque opération ne représente pas 10%. Ça dépend. 10%, c'est la moyenne de ce qu'on se gagne sur une opération. Ouais, la moyenne, elle est à 10,5. OK. Tu vois, donc je suis même à minimiser la moyenne. Et là, Et ça va de combien à combien? Alors, nous, au plus bas, on a fait 7%. Ok. Là aujourd'hui, tu n'as pas du 7%, c'était Tony Parker. Tu as du 7%, Ok. c'est justement aussi parce qu'il a une crédibilité et un aura. OK. Et que tu te dis, Tony remboursera toujours sa dette. Il est associé au projet aussi, non? Et il est actionnaire Il aussi est actionnaire de dans la le projet, société. ça. Ouais. Et sinon, là, en ce moment, ça va de 9 à 13%. Ok. Donc ça, c'est les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur, là, Ok, actuellement. super. Et dernière chose, en tant que conseil, tu conseillerais, toi, justement, que cet investissement sur ta plateforme ou en crowdfunding, elle représente quoi en patrimoine global pour un client? Alors, c'est assez dur à dire. Tu vois, on m'a posé la question ce week-end. J'ai une dame qui m'appelle et qui me dit, je viens de revendre une maison, j'ai envie de réinvestir 70% sur votre plateforme du prix de la plus-value de cession. Et j'ai pas tendance à dire non, mettez que 10%, parce que ça dépend vraiment de ce que tu veux faire après. Alors, je lui ai dit, mets 50% maximum et répartis ton argent après parce que mets pas tout chez moi. Mais je lui ai dit deux choses. Je suis rentable, la boîte elle est à l'équilibre et elle gagne de l'argent. Donc déjà, rassure-toi sur le fait qu'on sera là sur les prochaines années parce qu'on a quand même un modèle qui est à l'équilibre. Et ça, c'est la première des craintes que mes investisseurs Que ont. Brix se disparaisse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si Ouais. Brix se disparaît? Donc déjà là, on a un volume de collecte qui fait qu'on gagne de l'argent tous les ans, on est bénéficiaire, on paye des impôts sur le bénéfice, donc vous inquiétez pas, on est là sur les prochaines années. Moi, j'ai pas prévu de revendre la boîte en plus d'ici les 10 prochaines années, ça je le dis régulièrement. Et deuxièmement, par contre, si tu dois mettre de l'argent, encore une fois, répartis-le sur 100 projets. Me mets pas tout sur un projet, sois pas pressé de vouloir absolument des intérêts là tout de suite, même si ça te prend 4 mois, 5 mois pour répartir l'intégralité, fais-le. Je pense que c'est un peu les moments aussi, c'est-à-dire que parler Des de moments de vie. Moi, je mon, pense que ça, mon Ouais, premier CDI, Ouais, d'abord c'est ça. mon épargne de précaution, je dois être capable de changer ma machine à laver, mon sèche-linge qui vont péter en même temps, je te le rassure, c'est ouais, pas la faut même que je sois chose. capable de le faire. Ensuite, je décide d'investir, mon investissement, je choisis mon support, je commence par une épargne mensuelle, ça lisse le risque, diversification, mais comme quand tu investis dans un placement financier, il vaut mieux mettre de l'argent tous les mois que, quel moment je rentre, voilà. Donc ça, c'est important. Et une fois que tu as ça, ça te constitue aussi ton apport. Dès que tu peux lever de la dette, lève de la dette, parce que faire travailler de l'argent des autres, c'est toujours mieux que ce soit ton argent. Et après, voilà, et plus vite, et il y a des gens qui vont réussir à le faire à 25 ans, d'autres qui vont le faire à 30 ou à 35, parfois un petit peu plus tard. Et puis le cycle fait qu'on sort des opérations, on récolte les fruits de ce qu'on a investi, que ce soit grâce aux intérêts de ce que tu as touché sur un placement financier, soit lorsque tu perçois un loyer d'un investissement immobilier ou quand tu ressors de ton investissement immobilier, ce que tu dois à la banque et ce que tu as revendu. Donc pour moi, c'est plutôt une ligne de temps en fait qui peut te guider, quoi. En tout cas, si tu me permets, Jules, de finir là-dessus et de partager ma vision sur les prochaines années, parce qu'effectivement, et on sera peut-être sûrement amené à collaborer avec Maslow à ce moment-là, moi, ma principale frustration, c'est de voir que c'est vraiment le crédit immobilier, et donc la dette, qui te permet de t'enrichir d'un point de vue patrimonial à un moment donné dans ta vie.
Et donc, c'est très mal géré par les banques aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'ai une dynamique de compte bancaire parce que les gens déposent de l'argent chez moi pour l'investir après dans des projets. On a plus de 400 000 personnes inscrites sur notre plateforme. Donc là, la vision maintenant, c'est d'aller chercher une licence d'établissement de crédit qui me permettra demain de prêter moi-même de l'argent à ces personnes, à des particuliers qui veulent investir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les particuliers prêtent, mais uniquement à des professionnels. Il y a ce qu'on appelle un monopole bancaire en France. Tu n'as pas le droit de prêter à des particuliers. Donc les particuliers n'ont le droit de prêter qu'à des professionnels là aujourd'hui. J'aimerais pouvoir financer des particuliers. Donc on va aller chercher une licence d'établissement de crédit. Bonne chance. Ouais, bah, si c'est pas en France, ça sera ailleurs. Non, je dis bonne chance. En fait. mais oui, en tout cas, c'est vraiment la volonté. Je suis pas sûr que tes copains de BNP vont t'accueillir les bras ouverts après ce que tu... Non? Bah, Peut-être. eux n'ont rien à dire, tu vois, c'est les autorités justement de régulation qui sont là pour délivrer. Il y a quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de nouveaux entrants qui l'ont fait. Revolut, Trade Republic, tu vois, qui sont maintenant des très gros acteurs sur du bancaire. Sauf que c'est des personnes qui, malgré les effets d'annonce, n'iront jamais sur de l'immobilier. Pourquoi? Parce que le crédit immobilier, c'est chiant à gérer pour une banque derrière. Tu as tout l'après de quand ça se passe mal, Bien sûr. de la gestion, Qui de est la relation compliqué, bien notarielle, sûr. qui est compliquée. Et donc pour ces boîtes qui veulent grossir rapidement et qui veulent faire du volume, l'immobilier, c'est vraiment le truc que tu fais en dernier. Nous, c'est ce qu'on a commencé à faire et c'est ce qu'on arrive à bien gérer au niveau de l'après-financement. Donc, en fait, il n'y aurait qu'un pas vraiment pour pouvoir accompagner le Ouais, t'as particulier. Donc c'est vraiment la vision qu'on se donne, nous, sur les 5 prochaines années, pour aller concurrencer un BNP et dire, bah, nous, on vous prend en tant que client. On sait faire. Ouais. Ouais. Super. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci beaucoup, Cédric, pour ton temps, ton expérience. C'était hyper intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt dans nos 41 mètres carrés.